Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, un podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui sera un épisode Parlons Manga, donc en fait c'est la catégorie où je vais te présenter un manga qui soit connu un petit peu ou pas trop, ou un peu plus, on sait jamais, et notamment dédié donc à Seven Deadly Sins. Alors un petit préambule, en vrai, ça faisait quelques temps en fait j'étais en quête d'un nouveau manga long à lire. Et du coup j'avais commencé il y a 2-3 ans à peu près l'acquisition de cette série. Et bon après tu connais, en vrai t'achètes un truc par-ci, un truc par-là. Au final ça s'entasse et je pose toujours d'autres priorités avant de lire tel ou tel manga. Bon bref, tu connais un petit peu le délire. Surtout que de base j'avais déjà vu l'animé de Seven Deadly Sins. Et mon avis était un petit peu mitigé là-dessus. En vrai je trouvais ça sympa, mais sans plus. Par contre, j'avais toujours une petite part de doute en fait sur le sujet. Du coup, je me demandais vraiment si j'étais pas passé à côté d'un manga cool, surtout que quand je voyais les jeux sur mobile en fait qui étaient développés, qui avaient l'air assez sympa. Surtout qu'il y avait toute une petite hype, une petite grosse hype même autour de ce sujet. Et du coup, je m'étais dit bon bah pourquoi pas. Et du coup, c'est avec ces questionnements en tête. Du coup que j'ai commencé la lecture de ces quelques 42 tomes quand même. C'est un manga relativement long comme je te disais. Donc pour commencer, Seven Deadly Sins, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait les Seven Deadly Sins, ce sont un groupe de chevaliers qui ont conspiré pour renverser le royaume de Britannia. Ils ont été éradiqués par les chevaliers sacrés, donc c'est les chevaliers affiliés au royaume on va dire. Cependant, certaines rumeurs laissaient penser que du coup ce groupe de Seven Deadly Sins était encore en vie. 10 ans plus tard, donc ces chevaliers sacrés qui sont affiliés au royaume de Britannia ont fait un coup d'état. Ils ont emprisonné le roi pour devenir ensuite les nouveaux dirigeants, complètement tyranniques bien sûr, du royaume. Tu as Elisabeth, qui est la troisième fille du roi. Elle passe quant à elle, toutes ses journées, à la recherche des Seven Deadly Sins, un petit peu désespérément, qui pour elle seraient les seules personnes capables de récupérer le royaume des mains de ces tyrans. Et durant ses recherches, à un moment, elle va perdre conscience dans la taverne de Meliodas. Meliodas, c'est un jeune garçon qui parcourt le monde en compagnie de son cochon. Et à son réveil, en fait, rapidement, elle va se rendre compte que Meliodas, c'est pas un simple propriétaire de taverne, mais c'est bel et bien l'un de ceux qu'elle recherche. Et du coup, tu l'auras compris, tous les deux ils vont partir à la recherche des autres Seven Deadly Sins pour essayer de récupérer le royaume donc des mains des tyrans qui ont pris le royaume en fait, tout simplement. Alors du coup, en quoi c'est bien ? Alors comme tout shonen neketsu, on retrouve bien sûr les traditionnels codes du genre, avec notamment l'évolution et la recherche des pouvoirs. Ce qui déclenche comme bien souvent des changements d'apparence ou plutôt des transformations. Tu peux voir ça un petit peu dans tous les classiques, Naruto, Bleach, One Piece, tout le monde se transforme à des moments ou en autres, vont changer d'apparence en fonction de leur état. Ces changements d'apparence et cette recherche de pouvoir constante, en fait, d'évolution constante, va être aussi souvent la conséquence d'apparition d'ennemis toujours plus puissants les uns que les autres, qui vont soit remettre en question l'existence propre des protagonistes, ou alors surgir de leur passé. C'est un petit peu les schémas classiques. On retrouve aussi bien sûr les traditionnels tournois, qui sont l'occasion bien souvent de faire apparaître des tas de personnages secondaires qui auront parfois de l'importance ou non par la suite. Bon, sur Seven Deadly Sins, on va dire un petit peu, mais bon, c'est comme toujours en fait, tu auras quelques personnages qui vont perdurer, d'autres qui feront plus des apparitions, mais bon, bref. Ce qui sort un petit peu du lot par ici, ce serait plutôt le thème de l'histoire et plus précisément son background, avec cet univers chevaleresque, avec des références connues dans le domaine, comme on y retrouve
Du coup, tu as Camelot, tu retrouves le roi Arthur avec sa fameuse épée qui aide, je trouve, à se projeter un petit peu davantage dans tout cet univers. On a à la fois une histoire que l'on ne connaît pas, mais aussi des références en fait qui nous aident un petit peu à nous situer. Pareil, tu as Merlin, tu as tout un petit peu cet univers un petit peu reconnu de la chevalerie qu'on va retrouver par ici. Autre chose qui dénote un petit peu, on a ces histoires aussi d'amour qui font partie intégrante du scénario. Et elles tiennent même une place importante dans celui-ci, je dirais même. D'ailleurs, qui est rarement mis en place dans les shonen neketsu, à proprement parler, notamment par rapport à la place qu'elles tiennent dans l'histoire. Je te prends un exemple. Si je te prends un Naruto, par exemple, du coup, tu as des amourettes dans le fond, tu sais qu'il se passe des petits trucs, tu sais qu'il y a des sentiments, mais rien de purement mis en place. C'est du sous-entendu, tu as des références et des sous-intrigues, mais t'as pas du vrai rentre-dedans. Allez, au pire, c'est un petit peu plus développé entre Hinata et Naruto, mais rien de plus. Et tu retrouves un petit peu ce même genre de relation, par exemple, dans My Hero Academia, notamment entre Izuku et Ochako, mais pareil, cela reste sur des émotions un petit peu basico-basiques. Et même si je cherche dans d'autres shonen neketsu un petit peu, en vrai je cherche, en vrai à la rigueur, à part dans Undead Unluck ou dans Tokyo Revengers, mais dans des proportions un petit peu différentes que dans Seven Deadly Sins. Et d'ailleurs, limite dans Seven Deadly Sins, j'ai cette impression que cela fait partie du scénario pour attirer un autre genre de public qui en fait à lire ce manga bien précisément. Je note en particulier le couple Ban et Hélène, tout avec cette opposition. D'un côté, tu as le bad boy sexy et de l'autre côté, la petite femme so kawaii qui a dû plaire à plus d'une personne. Donc c'est vrai, c'est vraiment bien développé entre eux deux notamment. Ou alors tu as toi aussi entre Elisabeth et Meliodas. En fait, tout le monde, c'est que des petits couples que tu auras par-ci par-là. Et ouais, à mon avis, je pense que ça a été quand même un petit peu mis en avant, peut-être un petit peu aussi fait exprès, parce que c'est vraiment un truc assez rare quand même dans les mangas. Enfin, notamment dans ce genre de manga-là. Ensuite, autre chose aussi que j'ai vraiment kiffé dans ce manga, c'est le dessin. Qui, bien que très sommaire, en vrai, dans la globalité, surtout quand on compare ça à un One Piece, par exemple, ce dessin sommaire va trouver toute sa force dans les scènes de combat, qui vont, d'une part, gagner fortement en visibilité, et surtout en compréhension pour le lecteur. Parce que même moi, dans One Piece, à des moments, je sais plus où on en est, où sont les têtes, où sont les bras, où sont les trucs. Bon, là, au moins, c'est pas trop le fouillis, c'est très simple, c'est très épuré, et surtout qu'en plus, l'auteur, il a un vrai talent fou dans deux domaines bien différents, enfin, deux domaines bien distincts, qui sont le découpage et la mise en scène. Cette mise en scène en particulier, elle est vraiment folle, notamment pour mettre en avant la puissance des personnages et pour montrer la violence des combats. Tu n'as jamais aucun mal à te rendre compte que ça tabasse fort, tu as des explosions en veux-tu en voilà, des membres arrachés, parfois même à l'excès un petit peu avec le personnage de Ban l'immortel qui lui s'en prend plein la tronche. Tu as des corps déformés par les coups, et j'en passe. Donc quand un combat implique des personnages puissants, tu vas le savoir. Quand il se passe des dingueries, tu le sais aussi. Tu sais tout, grâce à cette superbe mise en scène. Et aussi, tu peux très bien te rendre compte de l'évolution en fait, de la puissance des personnages tout au fil du manga. J'allais dire un petit peu à la façon de Dragon Ball, où au début, tu avais des petits kamehameha de quoi casser une voiture, tu vois. Et à la fin, tu as des trucs qui arrachent des planètes ou qui pètent des galaxies. Bref, tu auras compris un petit peu tout ça. Et en plus, tout ça, même si de base, le groupe des Seven Deadly Sins, chacun des personnages en fait fait partie des plus puissants chevaliers du royaume. Et je dis bien de base. D'ailleurs, ce qui est une façon plutôt intéressante de procéder, qui est aussi assez rare
dans ce genre de manga justement, parce qu'en général tu pars d'une petite base où les gens sont pas très ouf et ils vont prendre de la puissance petit à petit. Là de base les 7 chevaliers c'est limite les 7 plus forts du royaume quoi, littéralement. Aussi autre chose que je trouve aide à mieux se rendre compte de la puissance des personnages, de leurs ennemis, mais aussi de l'évolution qu'ont tous ces personnages dans le manga. C'est le fameux détecteur de puissance qui est d'ailleurs repris pour moi du scooter de Dragon Ball Z. Je sais pas si t'en souviens, le petit truc qui servait à évaluer les puissances, qui contrairement à son aîné donc Dragon Ball, a été admirablement bien utilisé je trouve, car grâce à lui on a pu facilement jauger l'écart de puissance, déjà d'une part entre les personnages secondaires et les personnages principaux, comme ça tu vois bien vraiment qui est le boss quoi, clairement. Mais aussi l'évolution de leurs forces liées à leurs différents power-up. Pareil, quand tu as un ennemi qui apparaît, il est directement représenté comme une nouvelle menace, avec bien souvent des montants d'énergie bien mis en valeur pour nous montrer que ça rigole plus quoi. Et allez, tant qu'il y a parlé d'évolution et de puissance, je vais quand même revenir sur des trucs qui m'ont un petit peu déplu par contre, notamment la facilité de ces montées en puissance justement, de ces power-up, surtout souvent avec des justifications complètement débiles, du genre quand il a sa super arme fétiche, hop, il va quadrupler sa force. Ou alors, un autre exemple, inconsciemment, tu as la reine des géants qui limitait ses pouvoirs pour ne pas impacter la faune et la flore aux alentours. Bon, bref. Pour moi, c'était un peu ce genre de choses, un petit peu trop simple, trop facile, trop rapide. Et surtout qu'en plus, dans ce manga, on enchaîne vraiment combat sur combat. Et du coup, limite, tu pars d'un tome, tu prends 3 tomes plus tard ou 5 tomes, le bonhomme, il a quintuplé sa force, c'est un peu n'importe quoi. Et en vrai, personnellement, j'aurais quand même apprécié un peu plus de mise en place d'entraînement ou de choses du genre. Mais bon, après, il faut dire, allez, après coup, si on prend un peu de hauteur, je dirais que c'est quand même assez rondement mené, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un petit effort là-dessus quand même. Bon, parce que oui, quand même, ce qui ressort de cette lecture des Seven Deadly Sins, c'est quand même du positif. Car je trouve en vrai qu'il reprend admirablement bien les structures du manga, de ce genre de manga plutôt, tout en proposant ces quelques originalités qui ne sont pas directement des copier-coller one-on-one de certains mangas à succès, comme pourrait le faire Black Clover, que j'ai pu te citer dans un ancien podcast, pour ne citer que lui par exemple. Black Clover, pour te rappeler un peu le truc, c'est le manga qui reprend, qui a pris toutes les bonnes idées à droite à gauche et qui en a fait un melting pot d'un truc qui tient à peu près la route, mais seulement si tu as vraiment, si c'est ton premier shonen du genre que tu as lu quoi, ou sinon tu vas vite voir d'où ça vient et ça perd un peu de son charme quoi. Donc pour moi en fait Seven Deadly Sins en vrai, sans vraiment réinventer la roue, pour moi c'est un shonen plutôt solide sur ses appuis et qui vaut quand même le coup d'être lu, je pense, notamment par rapport au manga copier-coller que j'ai pu te citer. Voilà, et j'en ai fini pour cet épisode Parlons Manga sur Seven Deadly Sins. Écoute, moi si ça t'a plu, je t'invite à passer sur mon Instagram Matcha Manga, sur lesquels j'aurai dédié un article. Donc ce sont les articles en jaune qui sont dédiés au podcast. Tu peux aussi bien sûr regarder les autres articles, évidemment. Et à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis. Comme ça, moi, ça m'aide un petit peu à savoir si jamais ça te plaît, ça te plaît pas. Voilà, et en plus, on pourra aussi dialoguer sur cet épisode. Voilà. Et sur ce, je te dis bye bye. Et puis, à la prochaine. Salut, salut.